Bien. Bonjour mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui nous allons démarrer le cours qui sera consacré donc à la neurotechnologie dans son ensemble. Et aujourd'hui on va en particulier se concentrer sur le système nerveux, à savoir comment, en fait, quelles sont les propriétés dont on a besoin pour pouvoir développer, designer des dispositifs qui sont dévoués à la communication avec le système nerveux. Et donc pour ça, il faut savoir quelle est l'anatomie du système nerveux, comment il est structuré, et ensuite, très important, comment le signal neuronal est généré. Donc aujourd'hui, on va être très axé sur des bases d'anatomie et puis des bases au niveau de l'électrophysiologie. Donc on ne va pas beaucoup parler de technologie aujourd'hui, on restera plus sur la partie système nerveux et neurones. Donc dans l'ensemble, l'objectif des neurotechnologies est de pouvoir comprendre, développer et moduler éventuellement l'activité neuronale. L'activité neuronale peut se développer à différents niveaux, à différentes échelles. La cellule de base qui va générer tous les signaux neuronaux sont les neurones. Donc aujourd'hui, on va décrire en détail comment fonctionne un neurone, en fait, qu'est-ce qui fait que dans sa structure, on peut avoir une transmission d'informations le long d'un des axes de cette cellule. Et on va voir aussi qu'à partir d'un neurone, lorsqu'on fait un tissu neuronal, comme de manière ultime le cerveau où on a 85 milliards de neurones, quels sont les types de signaux que l'on peut moduler allant du signal d'une seule cellule, plusieurs centaines, plusieurs milliers de cellules, jusqu'à la cellule, jusqu'à l'organe global. Donc on va avoir différents types de signaux. On va parler de potentiel de membrane lorsqu'on va être très très proche du neurone. Donc là je reviendrai en détail sur la description de cette membrane, mais donc là c'est vraiment au niveau de la cellule elle-même. Lorsqu'on a plusieurs cellules et quand on est à l'extérieur de la cellule, on va parler de potentiel extracellulaire. Donc le potentiel extracellulaire va être en priorité celui qu'on va utiliser dans toutes les neurotechnologies. Parce que le signal extracellulaire est celui qui va être donc en dehors de la cellule. Donc l'électrode, quand on la place, qu'elle se soit sur la surface du cerveau, sur la surface de la boîte crânienne, ou même si on l'implante à l'intérieur du cerveau ou des tissus neuronaux, l'électrode est toujours à l'extérieur du neurone. C'est très très rare qu'on puisse avoir une électrode qui va pénétrer le neurone lui-même pour mesurer son information. En tout cas, c'est pas possible de faire ça in vivo. Et enfin, lorsqu'on a plusieurs neurones, plusieurs signaux qui vont être intégrés ensemble, on va avoir ce qu'on appelle des potentiels de champ local, qui sont des réponses de centaines, milliers de neurones ensemble. Et donc le capteur qui nous permet en fait d'extraire cette information neuronale s'appelle une électrode. Et les électrodes seront le sujet d'un des prochains cours, et je vous expliquerai comment on design une électrode et comment en fait on optimise les propriétés électrochimiques d'une électrode pour optimiser la capture du signal neuronal ou l'injection de courant pour pouvoir moduler l'activité neuronale. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au système nerveux dans sa globalité, puis ensuite on va aller jusqu'aux neurones. On va parler de l'anatomie et des signaux neuronaux. Donc de manière très générale, le système nerveux donc, est représenté ici sur ce schéma. C'est une structure qui est composée de deux éléments, le système nerveux central, donc souvent aussi on utilise l'acronyme CNS, qui est constitué du cerveau et auquel est reliée aussi la moelle épinière. Donc le système central, c'est vraiment la chaîne primordiale du corps. Et ensuite, on a le système nerveux périphérique qui correspond en fait à toutes les branches en fait, que vous pouvez voir ici sur ce schéma, qui correspondent aux nerfs qui se répandent, eux, depuis la moelle épinière jusqu'aux membres, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Donc c'est une structure. Les nerfs ont des structures très très filaires, qui sont très longs par rapport à la structure qu'on peut trouver dans le système central. Donc c'est une structure qui est en 3 dimensions, donc c'est vraiment, nous sommes en 3 dimensions, donc le système nerveux l'est également. Ça c'est une notion importante parce que beaucoup de technologies, beaucoup des dispositifs qu'on va développer pour interagir avec le système nerveux
vont être en général des structures qu'on va fabriquer dans le plan. Donc on a toujours cette interface entre une structure planaire avec des électrodes et puis un objet ou une structure, enfin un tissu qui est en 3 dimensions. Donc il y a toujours des petits challenges d'interface entre une structure 2D et une structure 3D. C'est une structure qui est aussi dynamique, on en reparlera un petit peu, puisque là encore, non seulement on a un corps qui est en 3 dimensions, mais on a un corps qui bouge, et donc il faut aussi que les tissus opèrent et fonctionnent avec ce mouvement. Et globalement, le système nerveux est une structure extrêmement souple, qui est même la partie la plus souple et la plus molle de notre organisme, avec, si on considère le système nerveux comme un matériau, on va parler de matériaux qui ont des modules d'élasticité qui sont de l'ordre de la centaine, voire de quelques milliers de kilopascales, donc centaines de pascales ou quelques kilopascales, pardon. Donc c'est des matériaux qui sont très mous. Pour vous donner un ordre de grandeur, les matériaux qui sont de l'ordre du kilopascal se représentent un peu à la confiture ou à la gelée. Ça vous donne une idée de la texture. Ensuite, le système nerveux, c'est une structure qui est multi-échelle. Donc on part de l'organe, le cerveau, donc on est à l'échelle de la dizaine du centimètre. Mais on va aussi descendre sur des structures à travers cette arborescence ici qui vont descendre jusqu'à la cellule qui est au niveau plutôt micrométrique, dizaines de micrométriques, jusqu'aux synapses qui eux vont être à l'échelle nanométrique. Donc on a vraiment toute la gamme des échelles dans cette structure. Donc le cerveau, comme je viens de le préciser, on va travailler plutôt dans la dizaine de centimètres. Si on s'intéresse au tissu et en particulier au cortex, qui est représenté ici sur cette illustration comme la structure externe du cerveau qui est en couleur ici sur cette partie. Donc le cortex a une épaisseur ici qui est à peu près d'1 centimètre sur la structure du cerveau, mais sa surface en revanche est très grande puisqu'elle recouvre l'intégralité de la surface du cerveau lui-même. Donc là, on a plusieurs centaines ou 2000 cm². Et donc, si on regarde la cellule elle-même, donc le neurone, ici sont des représentations schématiques des cellules, on est plutôt de l'ordre de la dizaine de micromètres pour la taille du noyau cellulaire. Donc la zone ici centrale, mais on va y revenir. Donc si on regarde un peu plus précisément le système nerveux dans sa structure, donc on va démarrer avec le système central, donc le cerveau et la moelle épinière. Le point commun entre le cerveau et la moelle épinière est que les deux sont protégés par une structure osseuse. Le cerveau est protégé par la boîte crânienne, la moelle épinière est protégée par les vertèbres. Donc ça indique comment aussi au niveau biologique on a une certaine protection du tissu neuronal qui est le tissu aussi le plus mou mais aussi le plus efficace et le plus important de l'organisme. Donc on a cette structure osseuse qui est là pour protéger des impacts et autres problèmes qu'on peut avoir. Donc maintenant en zoomant sur la structure du cerveau, donc en dehors, si on enlève la boîte crânienne, donc ici vous avez une illustration de cette zone du cerveau, on va rencontrer donc le cérébrum, le cerveau qui est ici représenté en marron, mais avant, on a des fines membranes qui s'appellent les méninges. Elles sont, et on en a 3 méninges, donc on a 3 couches qui enveloppent la surface extérieure du cerveau. La surface externe, donc la méninge qui est la plus près du crâne, s'appelle la durmère. C'est une membrane qui est assez robuste, assez difficile à déformer et à déchirer. Donc son rôle est vraiment de protéger et d'encapsuler le cerveau. Et ensuite, on a 2 autres couches, l'arachnoïde et le pia mater, qui sont en fait vraiment elles épousent très très près la surface du cortex et elles sont assez difficiles à disséquer. La durmère peut être disséquée, donc il est possible de faire une petite incision dans la durmère puis de l'enlever. Parfois, on fait des mesures où on insère en fait les électrodes sous la durmère pour mesurer la surface du cortex. Donc c'est une membrane que l'on peut un peu manipuler. Et donc ensuite, ici vous voyez en bleu clair,
on a le liquide électrospinal, donc le cerveau baigne en fait dans un liquide qui aussi a un rôle d'absorption de chocs et autres au niveau mécanique qui sont contenus donc dans les méninges. Et enfin, on a donc ici une vue schématique des différents types de cellules qu'on peut rencontrer dans le cerveau. Donc on a les neurones évidemment, ici il y a plusieurs illustrations, plusieurs formes de neurones parce qu'il y a plusieurs types de neurones dans le cerveau. Néanmoins tous ont un corps cellulaire, un grand axone qui va communiquer vers les autres neurones et des dendrites qui reçoivent l'information des autres cellules. Tous les neurones ont cette structure. Et ensuite ces neurones vont être connectés soit les uns avec les autres, et on a aussi des cellules qui assurent la vascularisation, donc le cerveau est extrêmement irrigué, et on a des veines et des artères et aussi tout un réseau assez complexe de capillaires. Et enfin, on a les cellules gliales, qui sont des cellules comme les astrocytes, les microglies, qui en fait sont là pour soutenir le système nerveux, les neurones, et réagissent souvent en cas d'attaque immunitaire par exemple, ou bien si on insère par exemple un implant dans le cerveau, on va avoir une réaction, une activation des macrophages par exemple, qui vont venir en fait encapsuler l'objet artificiel qui est inséré dans le cerveau afin de protéger en fait, de former une barrière entre l'objet externe et le tissu lui-même. Donc c'est une sorte de barrière naturelle. Donc il y a tout un tas de ces cellules de glie qui soutiennent le fonctionnement et protègent le fonctionnement des neurones. Et les cellules de glie sont 3 fois plus nombreuses que les neurones. Donc c'est vraiment donc quand on pense à 85 milliards de neurones, je vous laisse faire le calcul pour le nombre de cellules gliales. Et donc le dernier point, oui, sur la vascularisation, donc comme on a toutes ces cellules aussi, elles sont extrêmement gourmandes en niveau oxygène et nutriments. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un système de capillarité, de capillaires qui sont très, très développés dans le cerveau. Donc ça c'est le cerveau, c'est une description du cerveau humain. Et en fait, je trouve intéressant de regarder un petit peu le cerveau à travers les espèces de mammifères. Donc, quand on développe les neurotechnologies, le but ultime, c'est le cerveau de l'homme. On veut développer des dispositifs pour mettre au point de nouvelles thérapies. Donc, on a besoin de comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Mais quand on développe des nouvelles technologies, on n'a pas toujours immédiatement accès à des essais cliniques, des évaluations cliniques, parce que le dispositif est trop nouveau, parce qu'on utilise des structures qui n'ont pas été validées par les autorités de validation médicale. Donc souvent, on va aller travailler sur des modèles animaux qui nous permettent de mettre au point en fait, les technologies avant de les translater ou de les transférer vers l'homme. Et donc, on travaille en général on démarre sur des modèles qui sont les modèles des rongeurs. Donc on fait beaucoup de recherches utilisant la souris et le rat. Au niveau de dimension, on n'est pas tout à fait dans la même échelle. Et on n'est aussi pas du tout dans la même échelle au niveau de l'état de surface du cerveau. Donc ce que vous pouvez observer dans le cerveau humain, il est extrêmement courbé. On a tous ces sillons, toutes ces structures qui sont imbriquées, qui semblent plier en fait la surface du cerveau. C'est très très spécifique aux primates en fait. Et il est le plus développé chez les primates, alors que chez les rongeurs en fait le cerveau est assez lisse. Donc du coup vous avez une surface pour le rat et la souris en fait, à part le sillon central, c'est vraiment deux hémisphères assez lisses. Ensuite le deuxième point important, c'est que c'est vraiment tout petit. Là tout est à la même échelle. Donc ici c'est 5 cm si je ne me trompe pas. Et donc, on a dizaines de centimètres différents. Donc, on peut regarder une petite partie du cortex humain va correspondre à, en gros, une partie du cerveau de la souris. Donc, au niveau des dimensions, quand on va développer les technologies, en particulier les technologies implantables, on va souvent être confronté à un problème d'échelle. On va devoir miniaturiser à l'extrême pour interagir, pour pouvoir mettre nos électrodes sur le cerveau du rongeur. Et après, il faudra changer d'échelle pour arriver chez l'homme.
Donc et on n'a pas les mêmes challenges en étant dans l'ultra-miniaturisation que dans le besoin d'élargir les tailles des dispositifs. Ce qui est aussi intéressant, c'est la surface corticale change énormément. Donc la surface corticale, c'est vraiment toute la surface du cerveau. Donc pour la souris et le rat, ça va être la surface externe puisqu'il n'y a pas de sillon. En revanche, pour le cerveau humain, en fait, ça va inclure toute cette surface cachée. Et en fait, il y a plus de la moitié de la surface, voire les 2/3 de la surface du cortex qui est cachée dans les sillons. Et ça, c'est important aussi, ou c'est un challenge, parce que en fait, ça veut dire que c'est de l'information auquel on n'a pas accès de manière facile. Parce qu'en fait, le cerveau, on a vu tout à l'heure, est englobé dans les méninges. Donc, si on a la méninge la membrane, en particulier la dure-mère, qui va être sur la surface du cerveau, ensuite, on n'a pas forcément un accès direct sur les sillons. Et en fait, donc, ça demande des dissections assez complexes. Et pas toujours les chirurgiens vont faire ce genre de démarche parce que c'est aussi avec la vascularisation et autres, ce ne sont pas des chirurgies très, très faciles. Et donc un modèle qu'on utilise souvent, en particulier en recherche translationnelle, lorsqu'on a fait une avancée sur la technologie qui est assez poussée et qu'on veut vraiment valider un aspect thérapeutique, le primate non humain est le modèle qui est le plus efficace, je dirais, ou le plus proche en tout cas de l'humain. Et au niveau de la taille, on est aussi, on est quand même plus petit. Le macaque est ici. Il a quelques sillons, donc on commence à trouver ces structures qui sont un peu en 3 dimensions à la surface du cerveau, mais il reste néanmoins très petit par rapport au cerveau humain. Donc maintenant, si on met un petit peu des chiffres, enfin des valeurs sur ces structures et ces dimensions, donc là en fait c'est un peu la même vue qu'on a vue sur les photographies précédentes avec l'échelle maintenant qu'on voit correctement. Donc c'est 2 cm pour la taille ici du rat. Donc vous avez la vue globale et puis ici les vues coronaires, et donc qui mettent bien en avant toute la partie cachée en fait de la surface du cortex. Vous voyez qu'on a des zones qui sont vraiment très profondes dans ces sillons qui ne sont pas forcément très accessibles. Ici, vous avez une vue en coupe d'une des structures en fait, d'un cerveau humain. Et ça vous donne aussi une idée. Donc là, on voit la profondeur du sillon, mais aussi on voit ici un rayon de courbure. Donc ça vous donne une idée aussi si on voulait couvrir et mettre par exemple des électrodes à la surface de cette zone, il faut avoir des structures qui vont pouvoir être conformes à un diamètre ici qui fait que moins d'un centimètre, on est de l'ordre du millimètre. Donc en fait un point intéressant, c'est que non seulement on a des structures et la surface du cortex est souvent cachée, mais aussi on a donc une surface qui est très complexe. On va avoir des structures qui vont être concaves et convexes, et donc si vous voulez développer des dispositifs qui vont être à la surface de ce cerveau, il va falloir du coup accommoder en fait ces changements de courbure positives, courbure négatives, qui ne sont pas faciles à développer sur des matériaux qui ne sont pas élastiques. Et enfin, dernier point de comparaison pour là encore quantifier en fait les différences à travers les animaux. Souvent, on essaie donc de donner une valeur sur ces rayons de courbure typiques pour le cerveau. Donc l'humain, on va avoir globalement sur cette zone orange ici qui est après un point de référence que l'on utilise à travers les différentes espèces. On a ici un rayon de courbure qui va être de l'ordre de 19 mm. Et en allant chez la souris, on n'est plus qu'à 2 mm. Donc ça a un impact important sur les changements de techniques ou de dispositifs de géométrie des dispositifs qu'on va vouloir développer. Alors ces courbures-là ne sont pas seulement présentes dans le cortex, on les retrouve aussi au niveau du tronc cérébral. Donc là, on a une image, une reconstitution où on voit en fait une partie du tronc cérébral. Et ici, une vue en coupe de ce tronc cérébral, et en particulier une partie du tronc cérébral qui est associée au système auditif. Donc CN ici correspond au noyau cochléaire. Et on voit aussi qu'on a des rayons de courbure et des structures qui sont de l'ordre du millimètre, donc très petites et très difficiles d'accès dans ces cas pour d'éventuelles technologies qui viendraient interfacer cette zone. Donc, premier point
de ce cours, on voit qu'on a des structures au niveau global de l'anatomie du cerveau qui partent du centimètre jusqu'au millimètre, et donc avant même de commencer à parler des cellules. Donc on a des structures qui sont 3 dimensions, qui ont une surface complexe et qui ont une très grande surface, mais qu'une grande partie de cette surface est cachée. Donc ça, c'est les points à retenir de ce que l'on vient de discuter. Ensuite, je vous ai mentionné que les tissus neuronaux étaient des tissus très mous. Alors il est assez difficile en fait de quantifier, de trouver une méthode en fait de mesurer la valeur de l'élasticité des tissus neuronaux. Une des raisons, c'est qu'en général, pour le faire, on va explanter le tissu et ensuite on va faire la mesure. Ce n'est pas évident de faire ce type de mesure in vivo. Et le problème, c'est lorsque on a fait ce type si on explante le tissu, on perd toute la partie pression qu'il y a dans la boîte crânienne, on perd aussi la vascularisation, et donc ça va changer les propriétés mécaniques du tissu. Donc une approche qui a été développée, c'est d'utiliser l'imagerie à IRM et combinée avec des ultrasons, pouvoir en fait quantifier de manière globale. Donc on ne va pas mesurer l'élasticité ici au niveau de une ou deux cellules, mais on va la mesurer vraiment au niveau du cerveau en entier, pour pouvoir en fait définir une valeur moyenne de l'élasticité, du module d'élasticité du tissu. Donc en fait, on fait un procédé en 3 étapes. Donc ici, il faut lire la diapo de gauche à droite. On fait d'abord un scan IRM. Donc ici, vous avez une vue en coupe du cerveau avec la boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur. Et ensuite, on va venir approcher une sonde sur un des côtés de la tête. Et cette sonde va envoyer une pression mécanique qui va ensuite donc se propager dans le tissu. Et à l'aide de l'imagerie, on va en fait pouvoir récupérer ce qu'on appelle l'élastogramme, donc qui est le déplacement relatif du tissu suite à cette onde mécanique qui est injectée dans le tissu. Donc ici, on a des déplacements entre moins 9 et plus 9 microns, ce qui veut dire qu'une partie des tissus va être étirée et puis une autre va être comprimée. D'accord ? Donc quand l'onde se propage, vous allez avoir ces déplacements des tissus, ce qui veut dire qu'on a des tissus qui vont être plus mous que d'autres, puisqu'il y en a qui vont être comprimés quand certains sont étirés. Et ensuite, on peut reconstruire, donc, connaissant la force que l'on va et la pression qu'on applique en fait avec l'onde mécanique, on peut reconstruire ensuite le module d'élasticité et on obtient ici une valeur globale pour le cerveau qui est de l'ordre du kilopascal. Donc ça, c'est un exemple qui est dit non invasif, qui permet en fait d'avoir une information intéressante sur ce paramètre mécanique du cerveau. Donc ça, chez un patient, ça va être typiquement le type d'expérience ou de mesure qui pourrait être faite et qui est non destructive et non invasive. Ensuite, deuxième point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le système nerveux est une structure donc molle, comme on vient de voir ici, mais on a aussi une structure très dynamique. Et donc, on peut aussi quantifier grâce à l'IRM les déplacements des tissus qui sont liés soit au mouvement physiologique, donc là on va parler de macro-mouvements, soit au niveau micro-mouvements, qui sont des mouvements des tissus qui sont simplement liés au rythme cardiaque et à la vascularisation et la respiration. Donc ici vous avez 2 séquences d'IRM également. L'une représente les micro-mouvements. Alors c'est une séquence qui est amplifiée, donc le déplacement des tissus et les contrastes sont un petit peu plus exagérés que ce qui est dans la réalité pour mettre en avant la structure. Mais la personne ici respire normalement et son cœur bat à un rythme normal. Et vous voyez que pendant tous ces cycles, donc on a ces fréquences qui sont un peu sur le Hertz, qui est la pulsation du rythme cardiaque, on a en fait un déplacement de nombreux tissus, de tous les tissus en fait dans la boîte crânienne. Donc là, on va avoir des déformations qui sont de l'ordre de la dizaine de micromètres, en particulier pour les tissus du cortex. Je vais faire voir ça dans le transparent suivant.
Et puis, au niveau de la mouvement macroscopique, lorsque l'on bouge, lorsqu'on va faire les lacets de ses chaussures, etc., vous allez vous déplacer, et les tissus, la colonne vertébrale aussi, va suivre ce mouvement en compression et en extension. Et donc, la moelle épinière en particulier va elle aussi suivre ces mouvements, et elle ne va pas simplement glisser, ce qu'on voit ici, elle ne glisse pas juste sur les vertèbres, elle s'étire et elle se contracte, donc on a avec des niveaux de déformation qui sont assez importants, de l'ordre de 5 à 20%. Donc là, je vais vous faire voir une petite vidéo qui est une vidéo d'un implant qu'on a mis à la surface du cerveau. Donc on a fait une craniotomie sur le cerveau d'un modèle animal, donc je vous préviens juste que c'est va être une vidéo de notre environnement chirurgical. Et on a fait l'expérience suivante. On a fait 2 craniotomies sur lesquelles on a placé 2 types d'implants. Pour ce que je veux vous faire voir ici, le type d'implant n'est pas, c'est pas l'information importante. Ce que je veux juste que vous fassiez, c'est que vous regardiez le déplacement des implants lorsqu'ils sont placés sur le cerveau. Donc ici, vous avez la craniotomie, donc on a fait une ouverture dans l'os. On en a une ici, et puis on a une deuxième craniotomie ici, donc sur le cortex. Et puis dans ce cas-là, on a une électrode qui est extrêmement souple, qui a été placée sur le cortex, et puis celle-ci est une électrode qui est plus rigide. Et ce que vous pouvez observer ici, ce qui est important de voir, c'est vraiment le mouvement, le battement pratiquement du cerveau. Et en fait, ça, c'est un mouvement complètement naturel. Donc on a ce micro-mouvement ici, et donc on peut le quantifier, et de l'ordre de quelques micromètres à des dizaines de micromètres. Donc c'est vraiment un point important à prendre en considération pour, à nouveau, le design des dispositifs qu'on va vouloir insérer, que ce soit inséré sur le cortex ou inséré dans le cortex. C'est encore pire si on l'insère dans le cortex, si on a un dispositif qui ne va pas pouvoir suivre ce type de mouvement. Donc voilà, ça c'est donc pour le cerveau. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que donc ce sont des matériaux mous. On a vu une méthode pour pouvoir quantifier ce module d'élasticité, et on vient de voir aussi que on peut considérer le cerveau comme un matériau très dynamique qui est en constant déplacement. Maintenant, si on regarde l'autre partie du système nerveux qui est la moelle épinière, là je vais aller un petit peu plus vite sur les comparaisons, parce que ça se comporte de manière assez similaire au cerveau. Mais je veux quand même vous faire une comparaison entre les différents animaux. Là encore, la raison pour laquelle je vous fais voir ces comparaisons entre modèles jusqu'à l'humain, c'est pour prendre une bonne conscience des challenges qu'on a lorsqu'on fait ces développements de neurotechnologie. Quand vous allez commencer à travailler sur un animal ici, qui est, en général, on démarre avec le rat ou la souris. Donc là, c'est des IRM, donc des vues en coupe en fonction des différentes zones des vertèbres de la moelle épinière. Donc là, on a le L2 jusqu'à L5. Ça, c'est le modèle correspondant, donc, qu'on a exploité en fonction des types de tissus. Donc le papillon ici, elle représente la moelle épinière, et les petites zones ici correspondent aux ganglions qui vont former ensuite les nerfs périphériques. Et là, c'est la vue 3 dimensions, et là, la coupe en fait qu'on a développée. Donc ça, c'est la vue pour le rongeur. Si on passe chez le primate non humain, et puis l'homme, on a un changement d'échelle. On a des dimensions ici qui vont être de l'ordre. Ici, on est à 12 mm, on était à 4 mm chez le rongeur, et puis chez l'homme, on est à 25 mm. Donc on a vraiment de grands effets de dimension. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des structures, et en particulier la quantité de liquide cérébrospinal est assez différente aussi d'une espèce à l'autre. On voit que chez l'homme, on a la moelle épinière, elle flotte vraiment dans ce liquide cérébrospinal, et l'espace est beaucoup plus contraint chez le rongeur, par exemple. Donc ça, c'est des points importants. Et donc, en fait, quel que soit, en fonction de l'espèce, en fait, la taille également du tissu de la moelle épinière va varier. Donc, si vous êtes au niveau des cervicales, des lombaires ou du sacrum, le diamètre de la moelle ne va pas être le même. La densité aussi, ou la quantité de
de fluide ne sera pas exactement la même. Donc vous ne pouvez pas non plus dire, si on design un implant pour les cervicales, il ne va pas forcément être adapté directement à la géométrie ou à l'anatomie au niveau lombaire. Et au niveau mécanique, je n'ai pas mis de diapo, je m'aperçois là sur les propriétés mécaniques de la moelle épinière, mais on est aussi dans l'ordre du kilopascal, donc c'est aussi un matériau qui est extrêmement mou. Maintenant, on va parler du deuxième grand système dans le système neuronal, qui est le système périphérique. Donc le système périphérique, contrairement donc, au système central, n'est pas encapsulé dans un os, d'accord ? Et les nerfs, eux, se répandent dans nos membres et dans les bras et les jambes. Donc on a en fait, ça c'est une vue en coupe du nerf, donc ici c'est un des nerfs qui part du plexus cervical. Si on fait une vue en coupe, on a une structure qui ressemble vraiment à un câble. Donc il faut que vous envisagiez les nerfs périphériques vraiment un peu comme des câbles téléphoniques où vous avez tout plein de câbles en parallèle. Certains sont regroupés ensemble et on a des cellules, des vaisseaux sanguins qui permettent l'alimentation en oxygène et autres. Donc c'est vraiment des structures très filaires. Et ils sont regroupés en fait, donc ces faisceaux de fibres vont transférer l'information depuis le système central vers les organes et les membres et les muscles, ou vice-versa. Ils vont transférer l'information sensorielle, donc que l'on va détecter par la peau ou d'autres capteurs qu'on peut avoir dans l'organisme, et remonter cette information via la moelle épinière vers le cerveau. Donc on a vraiment les systèmes périphériques et un système à double sens. Donc on va avoir des types de fibres qui vont nous faire l'information moteur, donc depuis le cerveau jusqu'aux muscles, et les types de fibres qui vont être sensorielles depuis les extrémités tactiles, par exemple, si on regarde les mécanorécepteurs dans la peau, qui vont remonter l'information au système central. Et certains nerfs sont mixtes. En fait, souvent, on a des nerfs qui vont avoir des fibres qui vont être mélangées entre les fibres sensorielles et les fibres motrices. Un point important pour les nerfs périphériques, donc les noyaux cellulaires, sont tous ou la plupart sont dans les ganglions, donc qui sortent juste de la moelle épinière. Donc les nerfs eux-mêmes correspondent à l'axone, donc à une des branches en fait du neurone. Et donc ça c'est au niveau anatomique, c'est une structure qui est un petit peu différente aussi du système central, où en général les neurones dans le système central sont assez courts et leur axone n'est pas très long et va assez vite connecté avec le neurone suivant. Alors que dans le cas du nerf périphérique, vous pouvez avoir par exemple le nerf sciatique, le noyau de la cellule va être au niveau des lombaires et puis il va descendre l'axone jusqu'au bout de votre orteil. Donc vous pouvez avoir un axone qui va faire quelques mètres de long. D'accord ? Donc en fait, les nerfs périphériques sont regroupés en plexus et c'est en fait qui correspondent aux zones au niveau des cervicales desquelles ils sortent. Donc en fait ici vous avez le plexus cervical qui va ensuite innerver une partie des bras, ainsi que le plexus brachial qui va aussi après innerver les organes qu'on a dans le thorax. Ensuite vous avez le plexus lombaire et le plexus sacral qui eux vont être plus axés sur les membres inférieurs. Et enfin dans le système périphérique on a aussi le système qui est dit autonome. Donc là, il est ni périphérique ni central. En fait, c'est un système qui permet en fait, à l'organisme de réagir, par exemple, le système sympathique, qu'on appelle sympathique, et le système qui permet des réponses immédiates en cas de peur, et où là, il y a même un bypass en fait, du cerveau. C'est des structures qui réagissent sur le coup en réaction. Et le système parasympathique, lui, est plutôt lié aux activités que vous allez faire, comme la digestion, qui ne nécessitent pas nécessairement une activation de votre cerveau pour une tâche particulière. Vous êtes plutôt en mode autocontrôle, si je peux m'exprimer un peu ainsi, où le système parasympathique va contrôler par exemple le système de la digestion. Donc si on finit sur cette partie sur l'anatomie
du nerf. Donc là, c'est le schéma similaire à ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc on a les axones qui sont regroupés dans cette membrane, donc l'épinèvre. Donc c'est pas comme les méninges qu'on a dans le système central, mais c'est quand même une enveloppe qui tient tous les axones ensemble. Ensuite, les axones vont être regroupés en fascicules. Une fascicule peut avoir plusieurs centaines d'axones en parallèle. Et ensuite, si on fait un zoom sur un de ces axones, donc là, on a ça correspond à un neurone. Et certains des neurones vont avoir une couche de myéline, et ça, on va revenir, c'est un point très important pour la conduction électrique le long des neurones. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur la partie anatomique du système nerveux. Et maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie que j'aimerais vous présenter, qui est celle des signaux. Et donc, essayer de comprendre comment les cellules neuronales, en fait, génèrent un signal électrique. Il y a peu de cellules dans notre organisme qui génèrent des signaux électriques. Donc, il y a les cellules musculaires et les cellules neuronales. Enfin, qui génèrent, ou en tout cas qui les transmettent. Et donc, on a plusieurs types de signaux électriques auxquels on a accès. Il y a un seul type de signal qui est généré par un neurone, mais quand nous, on va mesurer, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, on ne peut mesurer les signaux qu'à l'extérieur du neurone. Donc, on va mesurer des signaux à partir des types d'électrodes qu'on a, qui vont être soit macroscopiques, soit on va essayer de les miniaturiser le plus pour arriver au niveau du signal individuel. Donc, le cas, je dirais, le plus simple ou le plus facile, c'est d'essayer de mesurer l'activité globale du cerveau en plaçant des électrodes à la surface du cerveau. Donc là, sur la boîte crânienne, c'est une technologie qu'on appelle l'électroencéphalographie, ou EEG, qui vraiment récolte un signal qui est très moyenné sur toute l'activité cérébrale. Néanmoins, on peut utiliser des électrodes qui sont disposées à différentes zones de la boîte crânienne, et donc on peut détecter des tendances, des profils en fait, de signaux qui vont être typiques d'une action particulière, par exemple. Donc, même si on a une électrode très large, on va avoir une information qui peut être utilisée pour, par exemple, contrôler aussi un bras robotisé ou des choses dans ce style. Pas avec la même précision que si vous le faisiez à partir d'implants qui sont au niveau du cortex moteur, mais vous pouvez avoir, avec l'information globale, vous pouvez faire ça. Donc les signaux sont typiquement de l'ordre de la dizaine de Hertz jusqu'à une centaine de Hertz, avec des amplitudes qui sont indiquées ici. Si on se place à la surface du cortex, donc avec des électrodes que l'on va poser soit sur la dure mère, soit juste sous la dure mère, donc ça, il y a les deux possibilités, on va avoir accès à un signal donc, qui s'appelle le potentiel de champ local. Et lui aura les électrodes en général sont plus petites, typiquement elles font quelques millimètres de diamètre, alors que les électrodes de EEG sont de l'ordre du centimètre. Et là, on a un profil typique de ce type de signaux. Donc, on est un petit peu avec des fréquences légèrement plus élevées, donc jusqu'à 200 Hz, et puis des amplitudes typiques qui vous sont données ici. Et enfin, si on veut être tout à fait au niveau du neurone individuel, donc si on insère un implant dans le cortex, donc qui est représenté ici par ce petit réseau d'électrodes qui sont comme des aiguilles qu'on va faire pénétrer dans le tissu, alors on va mesurer le potentiel d'action, qui est le signal généré et qui traverse, qui se propage le long du neurone. Et là, on a des signaux qui sont typiquement de l'ordre du kilohertz. Donc ça, c'est vraiment la signature de l'information neuronale au niveau du kilohertz, avec des niveaux de tension qui sont assez faibles en milieu extracellulaire. Donc maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qui fait dans la structure du neurone, en fait, qu'on a cette génération d'un potentiel d'action. Donc pour ça, il faut qu'on comprenne un petit peu ou qu'on revoie comment la structure du neurone est établie et surtout comment sa membrane est développée. Donc les neurones sont en général en trois composants. Ils ont d'abord le corps cellulaire qui fait entre 10 à 30 micromètres de diamètre. Ce corps cellulaire reçoit en fait à des dendrites ici
qui sont des sortes de doigts qui vont recevoir de l'information des étapes amont du neurone. Le corps cellulaire va faire au niveau du corps cellulaire, il va y avoir une certaine intégration de l'information qu'il va recevoir depuis les dendrites, pour ensuite transférer une information quelque part intégrée, absorbée, le long de ce grand axone. Donc il y a un axone par neurone. Et ensuite, ici, on aura des terminaux qui s'appellent des terminaux présynaptiques qui en fait sont les compléments des terminaisons des dendrites de l'autre côté. Donc ces terminaisons ici vont ensuite aller se connecter à un autre neurone ou à un autre type de cellule qui est une cellule réceptrice. Donc l'axone peut avoir une longueur qui va de quelques dizaines de micromètres jusqu'à 3 mètres de long, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure si on parle de l'axone qui sont dans les nerfs sciatiques. Et en plus, certains neurones ont cette petite protection autour qui est répétée tout au long de l'axone, qui est en fait de la myéline. Et on va voir que c'est une cellule particulière qui vient en fait s'enrouler autour du neurone et elle se distribue le long du chemin, le long de l'axone, un peu comme représenté ici. Et on va voir que la myéline, en fait, elle a un rôle essentiel dans la rapidité de transmission du signal. Donc les cellules, les neurones qui sont dits myélinisés, sont en général des cellules pour les axones moteurs, pour les neurones moteurs, pour transmettre l'information. Parce qu'en général, quand on a besoin de bouger un muscle, on doit le faire assez rapidement. Et donc, ça permet de transférer l'information plus rapidement, mais on va voir ça plus en détail. Donc, au niveau du flux d'information, le neurone, au niveau du corps cellulaire, reçoit l'information, l'intègre et la transmet à la cellule suivante. Donc, tout ça, ça se passe dans un environnement ionique. Donc les cellules baignent dans un milieu dit extracellulaire qui est composé en fait, bon, il y a de l'eau, mais il y a surtout beaucoup d'ions, et en particulier des ions potassium et les ions sodium. Ici, vous avez une représentation, j'ai pris cette référence par rapport à l'axone du calmar en référence aux travaux qui avaient été faits par Hodgkin et Huxley. Mais ce qui est important de voir ici, ici il y a une frontière qui représente le milieu intracellulaire. Donc là, on est à l'intérieur du neurone. Et puis, de ce côté, on est dans le milieu extracellulaire. Donc on est à l'extérieur du neurone. Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est que les concentrations, elles sont exprimées en millimoles. Ce qui est important de voir ici, c'est comparer les ordres de grandeur. Donc, ce qu'on constate est que dans le milieu intracellulaire, on a beaucoup de potassium, relativement peu dans le milieu extracellulaire, et inversement, le sodium, on en a peu dans le milieu intracellulaire et on en a plus forte concentration dans le milieu extracellulaire. Et j'insiste sur ces deux ions parce que c'est vraiment eux qui sont importants au niveau des échanges et la diffusion de ces ions qu'on va avoir à travers la membrane de la cellule, qui vont jouer un rôle clé dans les courants ioniques qui génèrent le potentiel d'action. Donc maintenant, si on zoome sur la membrane, donc maintenant j'ai retourné la membrane, cette fois elle est à l'horizontale, donc le milieu intracellulaire ici il est au bas de la diapo, le milieu extracellulaire il est en haut. Donc la membrane, on va essayer de la construire petit à petit, donc là c'est un des blocs, c'est pas toute la membrane, mais on commence par former la membrane avec une petite bicouche qui s'appelle la bicouche phospholipidique. Donc c'est une structure qui, en fait, a donc cette structure phospholipidique qui a une tête qui est hydrophile et une queue qui est hydrophobe. Donc en fait, elle s'oriente, on a deux couches en fait de ces phospholipides qui sont en fait tête bêche. Donc la partie hydrophobe va vouloir se repousser et donc c'est pour ça qu'elle s'aligne en fait pour former la membrane. Et donc là, donc ça c'est l'enveloppe externe du neurone. Donc cette petite structure qui est faite donc de tous ces phospholipides fait 3 à 5 nanomètres. Donc c'est vraiment, vraiment très fin. C'est une structure qui est très imperméable, donc qui permet vraiment de séparer le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Maintenant, sur les neurones, on va rajouter ce qu'on appelle des canaux ioniques.
Donc ces canaux ioniques, ils sont représentés ici avec ces petites structures. Donc ce sont des canaux, donc comme vous pouvez imaginer, donc il y a un tube ou un trou dedans qui vont permettre aux ions de passer dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Donc on va avoir des canaux ioniques qui vont être spécialisés dans le type d'ion. Donc on va avoir des canaux de sodium et des canaux de potassium. Au repos, la plupart de ces canaux sont fermés. Et donc on se rappelle qu'on a vu tout à l'heure qu'on a une forte concentration du potassium dans le milieu intracellulaire et une forte concentration du sodium dans le milieu extracellulaire. D'accord ? Donc là, maintenant, j'ai remis les valeurs en fait, des concentrations qui correspondent aux neurones humains. Donc là, on a deux concentrations de ces ions de part et d'autre de la membrane. Et donc, on voit qu'on a en fait une sorte de... On va avoir un gradient qui va s'établir parce qu'en général, quand vous avez deux composés avec des concentrations différentes, vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils vont vouloir diffuser l'un vers l'autre pour trouver une valeur moyenne. Ici, on a évidemment la membrane qui va les séparer. Mais on a aussi ce qu'on appelle les pompes à sodium, qui sont des structures qui vont en fait aider à réguler la concentration des ions dans le milieu extracellulaire et dans le milieu surtout intracellulaire. C'est celui-ci qu'il faut bien contrôler. Donc là, au niveau électrochimique, lorsqu'on a deux quantités d'ions, on a deux solutions qui contiennent des ions avec des concentrations différentes, on a donc ces gradients qui se forment et ils vont générer en fait cet écart entre les concentrations d'ions vont générer un potentiel à travers la membrane. Ce potentiel s'appelle le potentiel de Nernst. On peut calculer pour chaque ion le potentiel qui est généré en fonction de la concentration des ions. Donc ici, vous avez une formule qui vous indique, donc ça, ce sont des paramètres constants qui dépendent des paramètres classiques. Pardon, j'ai une petite faute ici. Mais ici, ce qui est important, c'est que le potentiel de Nernst dépend de la concentration de l'ion dans le milieu out, ici correspond au milieu extracellulaire, sur la concentration de l'ion dans le milieu intracellulaire. Donc maintenant, si vous utilisez cette formule avec les concentrations de potassium et de sodium qu'on a ici, vous allez trouver que le potentiel pour le sodium, il va être de plus 60 mV, et le potentiel pour le potassium va être de moins 90 mV. D'accord ? Donc on a ces deux ions qui sont en concentration distincte à travers la membrane, vont générer un potentiel autour de notre membrane. Donc on va avoir localement une accumulation de charge et la génération de ce qu'on appelle un potentiel de membrane qui va être constant lorsque la cellule est au repos. Et ce potentiel, il est généré uniquement par ces gradients d'ions. D'accord ? Donc là, si on fait une manière plus imagée en fait, de la structure, donc dans le milieu intracellulaire, vous avez toutes sortes d'ions, mais vous avez cette prévalence des ions potassium. C'est l'inverse avec le sodium côté extracellulaire. Et ces gradients, en fait, ces différences de concentration entre le milieu extracellulaire et intracellulaire va générer un potentiel de membrane qui, au final, pour les neurones, va être de l'ordre de moins 65 mV. Donc ça, c'est le point de repos, je dirais, du potentiel de votre cellule. Donc ça, ces échanges en fait, d'ions ont été modélisés par Hodgkin et Huxley. Ils ont représenté en fait les échanges d'ions qu'il y a à travers la membrane par ce schéma électrique ici, où chaque canal ionique va être représenté par un potentiel qui correspond au potentiel de Nernst de l'ion et une conductance qui va varier en fonction de l'ouverture ou de la fermeture du canal. Donc plus le canal va être ouvert où on laisse passer les ions dans un sens, plus cette conductance va être élevée. Mais si par contre le canal est fermé, la conductance va être réduite. Donc on peut calculer ensuite donc
le potentiel de membrane, donc les moins 65 millivolts, ils sont obtenus par cette équation où on intègre en fait les potentiels de Nernst des trois ions avec leur conductance. D'accord ? Donc maintenant, on va essayer de voir comment concrètement ces canaux et ce potentiel de membrane pourraient être mesurés. Donc on va faire une expérience suivante. Ici, vous avez un neurone qu'on a mis en culture, imaginez on le met en culture dans un pétri et on arrive avec 2 microélectrodes. On a une électrode qui va être utilisée pour faire de la mesure de potentiel ou de courant, et une deuxième électrode va être utilisée pour injecter du courant, donc envoyer des charges. Et dans ces 2 cas, on perce la membrane. Donc on va avoir l'électrode va être à l'intérieur du milieu intracellulaire. Donc ici, vous allez avoir une série de courbes qui évoluent dans le temps. Ça, c'est le courant que l'électrode va injecter. Et puis ici, sur la courbe du bas, le potentiel qui va être mesuré par l'électrode. Donc ce courant-là correspond à l'électrode orange ici, et puis le potentiel qui est mesuré est celui qui est mesuré par l'électrode verte. Donc dans une première phase, ici on n'injecte rien. D'accord ? Pas de courant injecté dans la structure. En revanche, on approche l'électrode et on insère l'électrode dans la cellule. Donc ici, tant qu'on n'a pas pénétré en fait, l'électrode dans la cellule, on ne mesure pas de potentiel. En revanche, dès qu'on est rentré dans le milieu intracellulaire, pouf, on arrive au moins 65 millivolts, puisqu'on est dans notre potentiel de repos. D'accord ? Donc là, c'est je dirais, le point repos, on n'injecte pas de courant, on a simplement inséré l'électrode, et ça met en évidence le fait qu'il existe ce potentiel de membrane. Ok ? Et maintenant, on va faire une expérience où on va injecter du courant. Donc avec cet électrode, on va faire un petit pulse de courant, puis on l'enlève, puis on en injecte un peu plus fort. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le potentiel ici va diminuer. Et ensuite, lorsqu'on arrête le courant, on revient au potentiel de repos. On augmente le courant, on augmente le potentiel. Mais là, on a ce qu'on appelle une réponse passive. En fait, la membrane se comporte un peu comme un simple circuit résistance-capacité, où on va avoir cette réponse temporelle en fonction de l'injection du courant. Donc ça, on va dire qu'on va hyperpolariser la membrane. Donc on va la forcer dans son potentiel négatif. Donc on la hyperpolarise. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir d'un certain seuil, donc là quand on injecte un courant positif, on a aussi cette réponse passive du tissu, de la membrane, pardon. Mais lorsqu'on obtient une certaine valeur de courant à injecter, donc ici, quand on a atteint le seuil, celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, ce qu'on observe, c'est qu'on a d'abord la réponse passive, et d'un seul coup, pouf, on a un énorme potentiel d'action qui est généré. Un grand spike, très rapide. Donc là, vous pouvez relier à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les potentiels d'action étaient de l'ordre du kilohertz, parce que c'est vraiment immédiat comme réponse. Et puis quand on enlève le courant, il y a une sorte de zone qu'on appelle réfractaire, où tout se remet au potentiel d'action. Et puis si on réaugmente le courant, on régénère encore, on peut générer à nouveau des potentiels d'action. Donc ça, c'est vraiment une mise en évidence de cette capacité des neurones de générer des potentiels. Et on fait ça donc on dit qu'on dépolarise la membrane. Donc on va forcer certains échanges d'ions à l'inverse de ce qu'ils font au niveau passif, et donc générer ce potentiel d'action. Donc concrètement, ce qu'on mesure, donc c'est la membrane le potentiel de la membrane en fait va varier au cours du temps. Donc là, on part du point de repos. Et ici, vous avez l'illustration de ce qui se passe au niveau des conductances des deux ions. Donc je vous rappelle que les conductances sont liées à l'ouverture et à la fermeture des canaux sodium et potassium. Et en fait, ce qu'on voit, dans un premier temps, c'est qu'on a une augmentation de la conductance du sodium, c'est-à-dire qu'on ouvre les canaux de sodium, donc ils rentrent à l'intérieur dans le milieu intracellulaire. Donc ça va faire un pic de potentiel. Pour rééquilibrer
les charges, parce que d'un seul coup, il y a trop de charges positives à l'intérieur pour avoir l'équilibre, la neutralité électrique, on va faire sortir, on va réinjecter le potassium pour compenser en fait le flux de sodium entrant. Donc on va dépolariser d'abord, en injectant le courant, on dépolarise la membrane. Les ions sodium entrent dans la cellule via le gradient de concentration. En réponse, les canaux de potassium vont s'ouvrir pour faire sortir et rééquilibrer le nombre de charges. Et donc on a un potentiel de la membrane qui ensuite va récupérer son potentiel de repos. Donc c'est vraiment un petit peu des vases communicants, si vous voulez, entre ces canaux qui vont faire rentrer et sortir ces ions, sodium, potassium, à travers la membrane, qui vont générer ce potentiel d'action. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ça ne nous fait pas la propagation du signal, parce que là, on voit ce changement de potentiel à un endroit donné sur le neurone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Lorsque le potentiel en fait, d'action est généré, en fait, il a une zone dite réfractaire. Ça veut dire que les canaux, potassium et sodium, qui viennent d'être activés, ne vont pas pouvoir être activés pendant un moment. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on va injecter à nouveau, tous les sodiums ici qui rentrent, ils vont être compensés par l'ouverture des canaux potassium qui sont plus en aval le long de l'axone. Et donc le signal va se propager du coup, maintenant, non seulement dans le temps, mais aussi dans la dimension géométrique. Donc il va se propager le long du neurone. Donc ça, c'est pour le potentiel d'action. Maintenant, pour certains neurones, on a des neurones qui portent en fait de la myéline. La myéline, donc c'est cette structure ici qui est représentée en vert et qui forme en fait des petites protections, si vous voulez, le long de l'axone. Et en fait, cette myéline, c'est une cellule. Dans le système nerveux central, ces cellules s'appellent les oligodendrocytes. Et dans le système périphérique, elles s'appellent les cellules de Schwann. Mais elles ont toutes les deux la même fonction. Donc la cellule, ici vous avez le noyau cellulaire d'une cellule de Schwann, et elle va venir s'enrouler, vraiment former une multicouche autour de l'axone. Et en fait, ces cellules, elles ont une propriété très isolante au niveau électrique. Donc en fait, elles vont encapsuler l'axone, ce qui veut dire qu'elles vont empêcher l'échange ionique, donc le transfert potassium-sodium, sous cette encapsulation. Ici, je vous ai mis ces photos-là pour vous donner une idée des échelles aussi. Donc ça, c'est un dessin, mais ça, c'est des images par transmission, à microscope à transmission électronique. Ici, vous voyez la myéline. Donc en fait, on voit vraiment que la cellule forme plusieurs tours. Donc c'est une cellule qui s'enrobe autour de l'axone. Et là, on est à l'échelle, ici, c'est 500 nanomètres, l'échelle que vous avez sur le transparent. Donc ici, c'est vraiment des toutes fines couches, mais qui sont suffisantes pour protéger le neurone et on va avoir un rôle important dans la manière dont le signal va pouvoir se propager le long de l'axone. Donc ici, c'est une vue très schématique de l'axone avec la myéline. Donc là, on est le long de l'axone. Donc là, c'est le milieu intracellulaire. En orange, on a la myéline qui est orientée entre chaque structure. Au centre, on a une zone qui s'appelle le nœud de Ranvier. C'est une zone où il n'y a pas de myéline. Donc on a des zones, ici, typiquement, ils font une centaine de micromètres, ces zones de Ranvier. Et donc ça veut dire que le long d'un axone myélinisé, l'échange ionique n'a lieu qu'au niveau du nœud de Ranvier. Ce qui veut dire en fait qu'avoir une structure myélinisée va permettre en fait au potentiel d'action de se propager beaucoup plus vite. Parce que par rapport à une cellule qui est non myélinisée, comme vous voyez en dessous ici, pour que ça se propage, il faut qu'on ait tous les canaux qui, l'un après l'autre, s'ouvrent et se ferment. Puisque ça fonctionne, on a vu que ça fonctionnait comme ça tout à l'heure. Maintenant ici, on ne peut pas, quand on a un excès d'ion qui est intracellulaire ici, et qui maintenant
est dans la zone myélinisée, on ne va pas pouvoir avoir cet échange. Donc les ions ils vont être forcés, contraints, en fait, de suivre le milieu intracellulaire jusqu'au prochain endroit où ils vont pouvoir faire l'échange. Donc en fait, on a une conduction qui est en fait par saut d'un nœud de Ranvier à un autre et en fait qui accélère de manière significative la propagation du signal. Donc ça a une conséquence sur la vitesse de propagation, donc la vitesse de conduction des signaux le long des neurones. Donc on a la vitesse ici, je vous ai reporté la vitesse en mètres par seconde. Donc pour vous donner aussi l'échelle, on va donc de signaux qui peuvent se propager assez lentement, 0,5 mètres par seconde, donc ça va être dans les fibres non myélinisées, mais jusqu'à 120 mètres par seconde pour les axones moteurs qui sont les axones qui vont contrôler en fait le mouvement des muscles et eux qui ont besoin de transférer l'information extrêmement rapidement. Et ça c'est lié donc à la myéline. Vous voyez aussi que sur cette échelle, c'est aussi lié à la taille du neurone. Donc plus le neurone va être large, donc ici on a un axone qui est de... Donc là c'est les tailles des axones, ce n'est pas les diamètres des cellules, c'est les tailles des axones. Donc plus on a un gros neurone, en général ils sont myélinisés et donc la conduction va être plus rapide le long de ces axones. Ensuite on a une échelle des types de fibres. Donc on a peut-être dans la littérature vous avez vu qu'on parle des fibres ABC. En général ça réfère à la taille et à la vitesse de propagation. Et on a aussi les alpha, bêta, delta qui correspondent aussi à certaines nomenclatures pour les neurones. Donc là on a vu un peu l'ensemble de comment le signal intracellulaire et le potentiel de repos et le potentiel d'action sont générés le long du neurone. Maintenant, je vais finir le cours aujourd'hui sur le petit challenge qu'on a donc au niveau de la mesure extracellulaire. Parce qu'on a fait la manip dont je vous ai parlé là, on a inséré l'électrode dans la cellule. On était dans le milieu intracellulaire. Donc a priori, on n'avait qu'à mesurer les ions qui sont dans l'axone. Malheureusement, quand on fait une mesure in vivo, donc avec un implant ou même à la surface, avec un implant à la surface du cerveau, en fait notre électrode elle est placée à l'extérieur, elle n'est pas dans la cellule. Et donc là, elle va devoir, le signal neuronal en fait, il va être en compétition avec plein d'autres sortes de signaux ioniques et électriques, en particulier le rythme cardiaque. Le ECG va souvent venir polluer en fait le type de signaux qu'on veut mesurer. Et l'autre challenge qu'on a, c'est qu'en fait le milieu, ici vous avez à nouveau une vue en coupe avec l'axone et puis la myéline. En fait, le milieu extracellulaire a une résistance électrique, donc le RECF ici, beaucoup plus faible que celle du neurone. Donc en fait, quand le courant ionique intervient au niveau des nœuds de Ranvier pour propager le signal d'action, si votre électrode elle est assez loin, et quand je dis assez, c'est quelques dizaines de micromètres, donc loin c'est quelques dizaines de micromètres ici, en fait votre signal il est perdu parce que ici c'est comme si le milieu extracellulaire était un court-circuit. Donc en fait vous mettez votre électrode ici puis il ne va rien mesurer parce que en fait tout est isopotentiel à ce moment-là. Pour pouvoir mesurer un potentiel, donc le delta V out ici, il faut vraiment être juste à côté du nœud de Ranvier pour pouvoir avoir un courant mesurable. Et ça, concrètement, in vivo, on ne peut pas le faire. Pour illustrer un peu plus mon propos, ici, vous avez des profils de potentiel qui ont été mesurés. Ici, en intracellulaire, donc on a le joli signal. Là, c'est le potentiel, ici, c'est le courant. Mais là, c'est le potentiel extracellulaire correspondant en fonction de l'éloignement de l'électrode. Donc là, vous voyez, donc déjà, on n'est plus dans les mêmes échelles. Ici, on avait 40 millivolts, là, on n'est plus qu'à 0,2. Et puis, vous voyez que quand on est à 5 micromètres, on a encore la forme du potentiel ici. En revanche, dès qu'on est à 500 micromètres ou même 1 millimètre, on n'a pratiquement plus de signal mesurable. Donc ça, c'est vraiment un des gros challenges pour mesurer l'information précise et sélective
in vivo du système nerveux. Donc c'est pour ça que souvent on espère qu'on va mesurer des spikes, mais en fait, on est très souvent, quand on est en implanté, on va très souvent mesurer du LFP, du potentiel de champ. Et en EEG, évidemment, on est sur un système qui est externe, donc on n'a pas accès aux spikes. Donc ça, c'était important pour moi de aussi transmettre cette information ici, parce que voilà, il y a la géométrie même en fait de la cellule qui fait que c'est très difficile d'aller mesurer l'information des neurones individuels. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin de l'information des 85 milliards de neurones pour faire une application thérapeutique? Aujourd'hui, la réponse est clairement non. On peut faire beaucoup de choses avec les LFP, donc on n'a pas besoin de faire du 1 pour 1. L'autre point aussi, c'est que même si on arrivait à mesurer des milliers d'électrodes, ça génère une quantité de données telle qu'aujourd'hui, on ne sait pas la processer, et encore moins la processer en temps réel. Donc il y a encore beaucoup de choses à développer. Donc même si on n'arrive pas à mesurer chaque neurone individuellement, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut exploiter à partir des signaux type LFP. Donc voilà, ce qu'il faut retenir du cours d'aujourd'hui. Donc on a vu d'abord un petit peu des notions d'anatomie autour du tissu nerveux. Donc on a vu que les tissus nerveux étaient mous et hétérogènes, ils sont encapsulés surtout pour le système central avec l'os. Donc en termes de module d'élasticité, on parle de gigapascal. Protégés par la dure mère, mégapascal pour la module d'élasticité. Et ensuite, la matière blanche, matière grise va être de l'ordre du kilopascal. On a vu qu'on avait le système nerveux et une structure en 3 dimensions qui est multi-échelle, mais aussi qui a beaucoup de courbures. Donc, c'est des points importants à prendre en compte après pour le design des implants. Et on a vu aussi qu'on a une structure extrêmement dynamique. On a mis quelques chiffres sur ces valeurs. Donc, on a des déformations des tissus qui sont de l'ordre du Hertz, qui sont liées à la physiologie, à la respiration, au rythme cardiaque, et des déformations qui peuvent être moins fréquentes, mais peut-être plus larges quand on fait certains mouvements. Et la deuxième partie du cours a été de parler donc du potentiel des neurones. Les neurones ont un potentiel de repos qui est autour de moins 70, moins 65 millivolts, qui est lié au gradient de concentration entre les ions potentiels et sodium à travers la membrane du neurone. Et lorsqu'on hyperpolarise lorsqu'on induit une dépolarisation de la membrane, on peut générer un potentiel d'action. Et donc, ce qui est vraiment l'information unique qu'il y a sur les neurones. Et ce signal qui est généré, ce potentiel d'action, peut être transféré à différentes vitesses en fonction du type de neurone, de la taille du neurone et de la nature du neurone le long duquel le signal se propage. Et dernier point qu'on a vu aujourd'hui, in vivo, très difficile de mesurer. On est contraint de faire de la mesure de signaux extracellulaires. Et donc, du coup, on a un signal accessible qui va avoir une faible valeur et donc qui va être un peu un challenge à mesurer de manière fiable, et en particulier avec des électrodes qui, globalement, sont des électrodes macroscopiques. Donc voilà, je vais arrêter le cours ici aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, on parlera de l'implémentation plutôt clinique de certaines des technologies, des neurotechnologies. Je vous remercie pour votre attention.